je suis bien content que vous nous avez pingé, que Mathieu nous ait mis en relation pour faire ça. Très chouette, opportunité. C'est toujours agréable de parler avec des potentiels partenaires, des SS2I, d'autres utilisateurs et compagnie. Alors je vais partager mon écran. Tchac. On va discuter un peu de l'agenda et voir un peu si ça matche un peu avec ce qui peut vous intéresser. J'ai quelques slides, un peu de démo. Mais en gros, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter au niveau ce que c'est l'API management, ce que c'est que la plateforme Gravity. Parler un peu de ce qui rend notre plateforme un peu différente des autres, parce qu'elle est quand même assez différenciée aujourd'hui dans le marché. Un peu d'historique sur la boîte, un petit mot sur moi, et après une démo de différentes fonctionnalités. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui pour la démo, si je viens tout de suite ici, en termes de scope, bon, j'ai mis pas mal de choses, on verra si on arrive à tout faire, mais on peut faire la création d'une API REST basique avec des politiques, des policies assez basiques, montrer un peu comment on peut faire de la souscription via le portail développeur, voir comment on peut faire des API asynchrones avec du Kafka ou Redpanda, parler un peu de GitOps aussi, donc comment on peut utiliser Gravity sur Kubernetes avec notre opérateur. Et ensuite, il y a le module d'Access Management qui est un des modules Gravity, bon, j'en reparlerai dans l'intro, dont on peut discuter un peu. Je peux vous montrer quelques exemples de comment s'en servir pour faire du login dans une application, de l'enregistrement dynamique d'applications, des choses comme ça. Donc c'est un peu ça que j'ai prévu aujourd'hui. J'espère que ça matche un peu, Emmanuel, avec ce que vous imaginiez. C'est très bien. Super. Et puis voilà, on est un petit groupe, hein, n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus si on discute plutôt que je parle dans mon coin. On n'hésitera pas. Cool. Ok, donc voilà, je pense qu'en termes de contexte, c'est assez clair. On est là pour parler de Gravity API Management et Access Management et voilà, d'autres modules aussi. Donc moi, je suis Jonathan Michaud, je suis un Product Manager chez Gravity. J'y suis depuis environ 7 mois, donc quand même encore assez relativement récent. Je suis basé à Nantes. En fait, ça doit être ma 4e boîte dans le domaine du middleware pour les entreprises. J'ai fait une boîte dans les API qui s'appelait Restlet au tout début, vers 2014, qui était une boîte française aussi. On a été racheté par Talend, boîte d'intégration de données. Ensuite, je suis parti dans une startup qui s'appelait Triggermesh, qui a coulé depuis, mais qui faisait de l'intégration orientée événements sur Kubernetes, pour ensuite arriver chez Gravity. Et avant tout ça, j'ai fait une thèse en informatique à Télécom Paris Tech à Paris. Donc voilà, je suis un peu spécialisé dans ce domaine du middleware entreprise et le marché de l'API management, c'est un marché qui existe depuis longtemps, mais qui finalement continue de grossir et d'évoluer, de se transformer. Donc ça reste un endroit très intéressant. C'est pour ça que je suis arrivé dans cette boîte qui est pour une boîte qui, il n'y a pas si longtemps, était une petite boîte française, maintenant un potentiel immense dans le monde entier. Donc c'est vachement cool. Voilà, donc je suis basé à Nantes, où vous reconnaîtrez peut-être l'éléphant de Nantes. Et j'ai récemment aussi publié, j'étais co-auteur d'un livre qui s'appelle le Kubernetes Cookbook, la seconde édition avec 2 de mes anciens collègues de la startup où j'étais avant, qui était très axé Kubernetes. Donc j'ai pu monter en compétence un peu sur tout ça. Moi, chez Gravity, j'ai 2 domaines de prédilection, même si aujourd'hui je vais parler d'autre chose que ça. L'un, c'est Kubernetes, justement, donc je m'occupe de notre opérateur Kube, de tout ce qui est GitOps, c'est ce genre de manière de faire de l'API management. Et l'autre, c'est la fédération. Donc la fédération, c'est un nouveau sujet sur lequel on travaille, qui n'a pas encore été lancé. On va le lancer cet été. Et il s'agit là, en fait, de fédérer des gateways et des brokers tierces. Donc, par exemple, AWS, Apigee, Kafka, plein de plateformes externes dans une seule control plane centrale qui serait Gravity, et de pouvoir publier des API de ces différents fournisseurs dans un seul portail développeur. Donc pour améliorer la gouvernance et l'expérience développeur pour les sociétés qui ont de plus en plus plein de gateways, plein de brokers d'événements dans leur infra. Voilà, en quelques mots sur moi. Donc Gravity, en quelques mots, donc une société fondée à Lille à la base par 4 cofondateurs lillois qui sont toujours dans la boîte aujourd'hui, 4 gars très sympathiques. Et ça a été lancé voilà, un peu dans le milieu de la famille Mullier, avec les Leroy Merlin, les Decathlon, les Auchan, ce genre de sociétés, comme pas mal de boîtes dans le domaine qui sont basées à Lille. Mais aujourd'hui, la boîte est vraiment
plus à échelle internationale. Donc, on a un CEO qui est basé en Angleterre, on a des bureaux à Londres, au Colorado. On développe beaucoup notre activité aux États-Unis. On signe des contrats avec des boîtes un peu partout dans le monde. On est rentré dans le Gartner Magic Quadrant pour l'API Management récemment en tant que visionnaire. On a on est ancré un peu dans l'open source historiquement et on a encore une grosse partie de notre plateforme qui est dispo en open source, mais on met beaucoup l'accent aussi sur notre offre entreprise aujourd'hui. Donc voilà, globalement, on va dire que ça se passe plutôt bien pour cette boîte qui maintenant atteint autour de 120 personnes à peu près. Encore une grosse présence en France aussi, bien sûr, que ce soit côté employé ou client. Donc voilà, faudra pas hésiter à nous contacter parce qu'on est nombreux en France et autour de Lille et tout ça. Voilà, en quelques petits mots. Donc l'API management, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un terme, on va dire, assez large. On va utiliser cette définition d'une manière assez large aujourd'hui pour parler de la gestion des API, sur tout leur cycle de vie, que ce soit la création d'API, donc création, ça peut vouloir dire conception d'API. Donc, par exemple, on commence par une approche design first, on va concevoir des API. En output, on va avoir des définitions d'API comme l'OpenAPI ou de l'Async API. On va les documenter, les publier, expliquer comment les utiliser. On va les exposer techniquement via une gateway et contrôler l'accès à ces API. Et on va ensuite pouvoir les monitorer, suivre l'usage des API dans le temps. Donc l'API management ou le full lifecycle API management, c'est vraiment voir l'API comme quelque chose de très stratégique dans une entreprise. Il s'agit pas juste, c'est pas juste une petite brique technique. Aujourd'hui, les clients à qui on parle, disons que l'API est très stratégique pour eux et les problématiques qu'ils ont sont étalées sur tout le cycle de vie. Donc c'est vraiment, ils se posent la question de qui va créer les API, comment on va les publier, qui va les consommer, comment on va les faire évoluer dans le temps, comment on va les versionner, où est-ce qu'on va les déployer, dans quel cloud. Donc c'est vraiment un enjeu assez large d'un point de vue du scope en fait qu'on peut imaginer devoir gérer, mais aussi d'un point de vue impact stratégique pour les boîtes qui, en grande partie, les API sont utilisées en interne, donc c'est souvent pas, ça peut être petites ou grosses sociétés qui font des API internes pour leurs propres développeurs, pour leurs propres applications. Mais on a aussi une grosse partie d'usage qui est pour publier des API externes pour des partenaires, donc pour des gens qui veulent participer à le API economy, comme on dit, pour développer leur business au-delà de leurs propres applications et développeurs. Voilà le gros monde finalement de l'API management en quelques mots. Côté Gravity, du coup, on se positionne un peu sur ce cycle de vie entier finalement. Et on a des briques qui répondent à des besoins, des problématiques sur différentes parties du cycle de vie. Donc, en quelques mots, les briques essentielles de la plateforme, si on fait un peu le même cycle qu'on vient de voir juste avant, si on commence par le design, on a un outil de design d'API qui s'appelle API Designer, qui est un outil graphique qui permet de concevoir des API, même par des personnes très techniques. Donc là, on est dans une approche API first. On va commencer par définir un contrat d'API REST. On va dire quelles sont les ressources, quels sont les schémas, les objets qu'on va vouloir manipuler dans cette API. Et ensuite, on va pouvoir, en sortie de ce process-là, avoir des définitions d'API techniques comme de l'OAS ou des fichiers comme ça, qu'on va pouvoir pousser ensuite le long de la chaîne pour passer à l'implémentation, que ce soit d'un client, d'un serveur ou d'une gateway. Donc ça, c'est la partie design. Ensuite, on arrive sur l'API management. Donc là, on est sur la brique un peu plus, on va dire, gouvernance, contrôle d'accès, runtime. Donc on a une console d'administration et une gateway qui vont permettre de définir des routes d'un appelant vers un service derrière. Donc la gateway va intercepter le trafic entre l'appelant, l'application par exemple, et un service, et va pouvoir appliquer des policies pour vérifier, par exemple, que l'utilisateur qui appelle est bien authentifié, qu'il a bien le droit d'accéder aux ressources auxquelles il a accès. On va pouvoir mettre en place des protections du type rate limiting, des quotas, et ensuite, en fait, plein d'autres policies. Donc aujourd'hui, Gravity, on a énormément de policies, on peut créer nos propres policies. Donc l'univers de ce qu'on peut faire sur une route entre un appelant et un service est immense, en fait. On peut vraiment faire plein de choses. Ça peut être très simple, très léger, comme ça peut être très complexe. On peut faire des call-outs vers des services externes, récupérer de la donnée, faire des transformations de JSON en XML, enfin voilà, beaucoup de choses.
Donc, c'est une brique vraiment très riche, très, très puissante. Voilà, on en parlera encore un petit peu après. L'access management, donc qui est un des sujets un peu de l'agenda d'aujourd'hui, c'est un IDP ou un IAM, c'est un outil de gestion d'identité qui peut être utilisé en complément, bien sûr, avec la plateforme Gravity, qui peut aussi être utilisé complètement indépendamment, comme un Keycloak ou des solutions de ce type-là. Donc, on peut l'utiliser pour contrôler l'accès à Gravity même. On peut l'utiliser pour définir les applications qui vont consommer une API. On peut l'utiliser pour valider des tokens OAuth. On peut faire toutes sortes de choses comme ça, fédérer des identités tierces et compagnie. Donc, encore une autre appli Gravity qui est très riche fonctionnellement. Alert Engine, c'est un moteur que moi je connais pour l'instant encore un peu moins, mais qui va permettre de définir des alertes sur la base de certaines conditions, que ce soit côté Access Management ou API Management, pour finalement monitorer et être notifié de conditions, de situations particulières, des problèmes, des erreurs, des bugs, d'autres informations. Et ensuite, on a Gravity Cloud. Donc, Cloud s'inscrit un peu dans une démarche où Gravity, aujourd'hui, on va de plus en plus vers le cloud. Bien que notre offre puisse être installée complètement on-prem, on a aussi de plus en plus de clients hybrides qui vont utiliser une sorte de console de gestion dans le cloud qui va piloter des installations de Gravity qui sont on-prem ou un peu hybrides avec des gateways qui tournent dans différentes régions, ce genre de choses. Donc voilà, plus le temps passe, plus on supporte ce type d'approche hybride avec des clients qui vont de plus en plus vers des services managés lorsque voilà, certains services ont vocation à être hébergés par Gravity, alors que d'autres seront peut-être plutôt hébergés par le client lui-même, notamment les gateways. Voilà, en quelques mots, la plateforme dans son ensemble. Tout à l'heure, tu as mentionné que tu avais une partie open source et une partie enterprise. Dans chaque brique, tu as des fonctionnalités qui sont dédiées à l'enterprise, ou est-ce que c'est vraiment un module complet, par exemple, je ne sais pas moi, Alert Engine, qui n'est pas open source. Par contre, si tu te souscris à Gravity, tu peux l'utiliser. Quelle est la granularité entre l'open source et aujourd'hui, c'est API Management et Access Management qui sont open source, avec dedans aussi certaines fonctionnalités qui sont payantes, et les autres modules sont payants. Okay, donc voilà. Après, cependant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans l'offre open source aussi. Donc on peut aller très loin avec l'API Management et l'Access Management. Ok, parce que je réfléchis en même temps, parce que j'ai un client en INSEE qui ils envisagent passer à Gravity sur un sujet. Mm-hmm. On a un Keycloak également pour la partie gestion des rôles et tout ça. Ce serait beaucoup plus simplifié d'utiliser Gravity pour l'API Management, mais aussi Access Management pour pouvoir gérer les droits. Quoi. En tout cas. Complètement, ouais, tout à fait. Et oui, et puis face à un Keycloak, on est tout à fait pertinent aussi dans plein de situations. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce magnifique deck? Ok, on rappelle un peu le cycle de vie complet. Donc ça, je pense qu'on l'a un petit peu couvert. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans API Management, on a aussi le portail développeur. Donc voilà, j'ai défini des API, je les ai déployés sur ma gateway. Je vais maintenant pouvoir les publier dans le portail développeur pour les exposer à des développeurs qui vont consommer ces API, qui vont découvrir la documentation, qui vont demander de souscrire aussi, ce genre de choses-là. Donc là, on parle un petit peu maintenant d'un des différenciateurs de Gravity, qui est l'Event Native API Management, donc l'API Management orienté événement. Voilà, donc bon, on parle d'un prédicat un peu d'une histoire beaucoup plus simple, où le monde des API, c'était du REST ou du SOAP, qu'on avait des API Gateway et que voilà, on avait à peu près tout ce qu'il fallait avec ça. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les archis modernes des entreprises avec lesquelles on discute sont plus complexes. Il y a différents styles d'API qui existent, il y a différents styles de back-end. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de se dire, c'est que le monde de l'API est plus large qu'il l'était avant. On va continuer d'avoir des API synchrones, requête-réponse type REST, mais on va aussi commencer à considérer des sources de streaming comme du Kafka, par exemple, ou du Solas, avec qui on travaille aussi, comme des sources qui peuvent être transformées en API, exposées sous forme d'API pour être consommées par des développeurs. Aujourd'hui, si un client a une entreprise a un broker Kafka voilà, au sein de son IT, ce broker Kafka peut être plein de valeurs, plein de données utiles, mais pour consommer du Kafka, pour donner accès à un cluster Kafka à un développeur lambda dans la boîte, c'est pas si simple, ça se fait pas facilement, c'est difficile de gouverner finalement cet accès à Kafka
d'ouvrir l'accès, même de demander à un développeur d'utiliser un client Kafka dans son application pour consommer cette donnée. Donc on voit une forte demande du marché de dire pourquoi pas appliquer les principes de l'API management sur ces sources de données-là. Donc on n'est pas les seuls, bien sûr, il y a des specs comme Async API qui commencent à standardiser la manière dont on peut définir une API asynchrone. Donc nous, maintenant, on supporte Async API, on supporte Kafka comme backend et MQTT et bien d'autres encore. Et on peut donc exposer ces services-là via la même gateway avec des protocoles qui sont plus faciles à consommer. On peut pousser vers des destinations, on peut consommer aussi directement. Et on peut, pareil, documenter, publier ces API dans Gravity. On est aussi attentif à d'autres modes d'exposition de services. Donc, on a des clients qui veulent juste exposer des services via du TCP. On a des choses comme du GraphQL ou du RPC, ce genre de choses-là, du gRPC. Donc, une variété de protocoles, finalement, qui ont vocation aussi à être gérés de manière centralisée, plutôt que d'avoir des solutions différentes pour tous ces services-là. Voilà. Donc, si j'avance juste un petit peu, donc la plateforme Gravity, aujourd'hui, on la présente un peu comme ça. Donc, on a plein de sources de données différentes possibles. Ça peut être du REST, ça peut être du SOAP, ça peut être du Kafka, du MQTT, du Solaz, du RabbitMQ. Avec la fédération dont j'ai parlé, on va aussi rajouter ici des API venant d'AWS, des API venant d'Apigee, d'IBM, API Connect et compagnie. Et Gravity fournit cette couche transverse d'API management, du design jusqu'à l'opération, le monitoring, etc., qui permet de gérer toutes ces sources et de les exposer aux consommateurs sous des formes faciles à consommer. Donc, ça peut être du synchrone, on peut exposer des méthodes HTTP classiques, mais aussi on peut faire du WebSocket, donc on peut avoir des connexions beaucoup plus temps réel pour consommer de la donnée Kafka, par exemple. On peut faire du Server Sent Events ou du Webhook pour pousser des datas vers le consommateur. Et on peut faire des choses un peu plus natives aussi en exposant directement du TCP pour qu'on puisse se connecter avec des protocoles quelconques qui ne sont pas forcément ceux gérés nativement par Gravity. Donc voilà un peu l'envergure de la plateforme aujourd'hui. Et l'Event Native API Management, c'est vraiment un des différenciateurs aujourd'hui de Gravity sur le marché. Voilà, quand on parle avec un prospect, un client, un utilisateur qui veulent manager des API et qu'on leur dit est-ce que vous avez du Kafka aussi, est-ce que vous avez du mal à l'exposer à vos développeurs, et souvent la réponse c'est oui, et puis en fait très rapidement on se trouve à leur montrer qu'on peut faire ça avec Gravity. Je vous ferai une petite démo de ça aussi. Le déploiement, aujourd'hui, comment ça se déploie à Gravity? En fait, on est très souple, pour faire simple. Il y a clairement deux grosses couches dans Gravity. Il y a la control plane, donc toute la partie de définition d'API, configuration, etc. Il y a la data plane, donc avec la gateway, qui intercepte le trafic, voilà, l'endroit où circule la donnée. Ces deux composantes peuvent être déployées ensemble dans notre cloud sous forme SaaS, où on peut faire une approche hybride où la control plane est hébergée par nous, mais vous hébergez votre propre gateway, donc sur différentes régions, différents clouds ou on-prem, ou sinon complètement hébergé soi-même par le client. Donc tous les modes sont possibles, tous sont pertinents en fonction du besoin du client, et voilà, donc on est très souple là-dessus. Voilà, un peu le pitch d'intro que je voulais faire. Je pense que c'est en termes de timing, il ne faut pas que je fasse plus long que ça si on veut montrer un peu le produit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des gens même de Gravity qui veulent rajouter des choses, ou est-ce que c'est bien? Rafik, tu connais déjà très bien. Ah, le voilà, en plus, tu allais dire quelque chose. J'ai une question, Jonathan. Tu parlais du scénario où des clients publient des API d'autres gateways sur Gravity. Par exemple, là, tu parlais de EPJ. Est-ce que vous voyez ce cas de figure dans la réalité? Parce que ça me paraît un peu... ça va un peu loin dans l'abstraction. Est-ce que ça existe? Parce qu'en général, dans une société, on choisit une solution et on signe pour la vie, quoi. Ouais, non, c'est une bonne question. Et pour être très clair, donc là, je tease un peu des choses sur lesquelles on travaille. Mais oui, la réponse c'est oui. En fait, il y a une demande très très forte. Et la raison est simple, en fait, c'est que dans les grosses boîtes, il y a des équipes qui se retrouvent avec plein de technos différentes pour des raisons différentes. Parce que, par exemple, elles utilisent du APG, du Google Cloud et de l'AWS. Ça, c'est pas du tout c'est commun aujourd'hui que des sociétés soient multi-cloud. Et donc, par définition, ils vont utiliser Apigee pour exposer les API qui sont sur Google, et ils vont utiliser AWS API Gateway pour exposer les API qui sont sur AWS. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est
des boîtes qui grossissent par l'acquisition. Donc, on va racheter des boîtes qui utilisent différentes technos et donc elles se retrouvent avec différentes technologies. Après, il y a le legacy, il y a des gros contrats avec Apigee sur 3 ans, etc. Donc, oui, merci Mathieu. Donc voilà, oui, effectivement, il y a une vraie demande là-dessus et c'est une tendance dans le marché aujourd'hui qu'on appelle la fédération. Bon, tu peux faire quelques recherches dessus, tu verras que c'est un sujet un peu d'actualité. Ok, Voilà. merci. Ok, donc on peut peut-être passer un peu sur la démo. Donc on va commencer par le plus simple. Je vais faire une simple API REST avec Gravity. On va mettre en place des policies, des plans qui permettent de souscrire. On va le publier sur le portail. Donc voilà, on va faisant déjà cette étape-là. Après, on verra pour faire une API asynchrone aussi avec du Kafka. Et puis après, on avancera. Donc, je vais ouvrir API Management. Donc ça, c'est la console Gravity API Management. Donc c'est la console, l'interface utilisateur qui permet de définir ces API, qui permettent d'administrer la plateforme, d'opérer à un certain niveau les gateways. Donc là, on est sur une console d'administration qui, côté data plane, a des gateways qui sont là pour gérer le trafic des appels de consommateurs vers les back-ends. Donc, on a des dashboards, on a plein d'informations sur les API qu'on a, les analytics, on peut gérer l'accès des utilisateurs à la plateforme, on peut gérer les applications qui sont définies pour consommer des API. Donc, voilà, toute cette stack-là. Moi, pour la démo aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une API basique. Donc, je vais ici dans ma liste d'API. Et j'ai déjà une API existante, mais je vais en créer une nouvelle. Donc, je vais créer une API from scratch. Je vais faire une API V2. Je vais lui donner un nom, donc mon API, une version, une description. On va faire un endpoint contact. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que le path sur lequel va être exposé cette API, c'est /contact. Je vais faire next. En back-end, donc ça, c'est le service que je suis en train de proxyer. Je vais mettre un service un peu bidon qui me renvoie des quotes en anglais. Donc c'est un mock en quelque sorte, mais là-dessus, vous allez pointer normalement sur votre service, votre microservice, votre fonction lambda, enfin peu importe ce que ce soit que vous avez en back-end, que vous avez envie d'exposer. Je vais créer un plan. Donc les plans, un plan, ça définit la manière dont un consommateur va pouvoir accéder à cette API. Donc le plus simple, c'est un plan keyless, qui n'a pas de sécurité en fait. Donc on va créer un plan keyless. Et je vais lui mettre une petite rate limit pour dire que cette API-là, vu que je l'expose gratuitement, librement, elle va être contrôlée en termes d'accès. Je ne vais pas pouvoir faire plus de 3 requêtes toutes les 10 secondes. Donc là, on est dans un wizard qui va m'aider à préconfigurer des choses finalement. C'est ici que je peux aussi définir de la documentation si je veux sur, par exemple, mettre un Swagger ou quelque chose comme ça. Super. Et là, je vais créer et déployer l'API. Donc maintenant, je suis sur mon API qui s'appelle mon API. J'ai accès à toute la panoplie de fonctionnalités que je peux définir sur une API. Donc j'ai plein d'informations descriptives. Je peux mettre des images, des backgrounds pour quand je vais le publier sur le portail. Je peux l'exporter, importer des définitions d'API. J'ai mes définitions de plans. J'ai mes souscriptions, donc qui définissent quels sont les utilisateurs qui souscrivent à cette API. Je peux gérer la documentation ici, donc mettre des pages de Markdown, de Swagger et compagnie, l'accès des utilisateurs. J'ai la partie entry point, donc les points d'entrée de l'API, donc c'est /contact dont j'ai parlé avant. J'ai la partie endpoint, donc c'est le back-end auquel va se connecter l'API. Donc là, c'est mon proxy, mon mock dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, j'ai des analytics et plein d'autres informations. Donc, pour rester un peu sur le cœur du truc, on va essayer de tout de suite déployer cette API. Enfin, je l'ai déjà déployée. Donc, on va essayer de la consommer. Donc, je vais venir dans mon terminal. On va faire un petit curl sur cet endpoint. Donc, ma gateway et la console sont actuellement déployés sur ma machine. Donc, je les ai mappés sur un host. Donc, la gateway est disponible sur gateway.example.com. Et donc, si j'appelle cette API, ça fonctionne. Donc, j'ai bien une citation bidon qui revient. C'est le back-end sur le web qui me répond. Si je fais des requêtes plus que 3 fois toutes les 10 secondes, j'atteins une rate limit.
Donc c'est bien la limite que j'avais mis en place. J'ai une 429. Voilà, donc un peu la policy la plus basique qu'on puisse imaginer, c'est de se dire, ben, j'ai envie de limiter l'accès pour protéger mon back-end, pour contrôler finalement ce à quoi le consommateur a le droit. Si je regarde maintenant dans mon API ici, si je vais dans le Policy Studio, je devrais voir que j'ai une rate limit ici qui est appliquée. Donc le Policy Studio, c'est un éditeur assez riche qui permet de mettre en place plein de policies de traitement de la requête ou de la réponse, des transformations, voilà, des vérifications de sécurité, toutes sortes de choses. Et on voit qu'ici, par défaut, on m'a mis une rate limit parce que j'ai défini une limite sur mon plan avec des conditions qui font que je peux accéder à l'API avec une certaine limite. Donc ce Policy Studio est très riche. Quand on regarde toutes les policies qui sont supportées, il y en a des tonnes. Sécurité, transformation, performance pour faire du caching. Voilà, c'est une panoplie de policies possibles. Oui, Kevin. Bonjour. Du coup, Bonjour. pour toi, la bonne pratique, ce serait de déléguer tout l'aspect policy à Gravity directement ou un autre API manager qu'on aurait, ou aussi d'en avoir côté applicatif? Bah, c'est une bonne question. Après, c'est un choix d'architecture. Généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder garder la logique métier dans l'application et de mettre en place tout ce qui est plutôt transverse dans l'API manager. Donc, tout ce qui est sécurité. En fait, on veut retirer la charge, la responsabilité de tout ce qui est sécurité, protection de l'application, mais garder la logique métier dans l'application. Après, si on veut, on peut aller assez loin dans les policies, dans la gateway, et mettre de la logique métier. On peut mettre des scripts en Groovy, on peut faire des choses pour aller assez loin dans ce qu'on peut faire dans Gravity, mais c'est là qu'on commence à se rapprocher de l'intégration ou d'un ESB plutôt qu'un API manager. Donc on peut tout faire, après c'est une question de choix et d'architecture. D'accord, merci. Oui, Mathieu? Juste en complément, un bon exemple pour la partie séparation of concern dont on évoque là, c'est l'authentification. Par exemple, si dans ton application, tu dois gérer des utilisateurs, en fait, déléguer l'authentification, ça peut être très pratique parce que commencer à gérer les tokens, commencer à gérer du MFA, etc., c'est quand même assez compliqué. Par contre, la gestion des rôles, telle ressource est accessible à tel type, tel profil d'utilisateur, ça, tu vas le garder dans l'application, en fait. Donc, ça fait typiquement partie des choses où il y a une partie que tu vas déléguer et il y a une partie que tu vas garder dans ton application pour toi. Enfin, parce que ça fait partie de ton métier, quoi. Ok, Sauf si merci. sauf si on a l'autre module de Gravity sur le management d'accès, non? Justement, ça peut venir en complément. En fait, tu peux très bien brancher ton API management, donc Gravity, quoi. Tu peux le brancher soit effectivement avec un access management, soit avec un Keycloak, soit avec un IDP que tu as déjà chez toi. Et en fait, tu peux dire cette API, elle est accessible par tel utilisateur. Et après, tu peux compléter. Tu peux dire finalement, je vais recevoir un token JWT. Là-dedans, je vais avoir des informations sur l'utilisateur. Et moi, avec ces infos, mon application elle va dire cet utilisateur-là, il a tel rôle. Et là, je peux appliquer ma politique de ce rôle-là, il a le droit à ça, il a le droit à ça. C'est un exemple, hein, mais c'est là où connaître les outils qu'on a et puis ça permet aussi de séparer. Je prends l'exemple du MFA parce que c'est typiquement le genre de truc qui peut être un peu pénible à configurer. En fait, tu mets un AM devant, un access management, c'est fait pour toi, quoi. Il y a quasi plus rien à faire. Donc juste pour montrer un peu donc, comment je pourrais faire évoluer cette API. Donc on a un plan qui laisse ouvert un peu au public, qui est limité. Je vais créer un nouveau plan qui va nécessiter une authentification par API key. Donc je vais devoir passer une clé pour pouvoir consommer l'API. Et celle-ci, on va faire en sorte qu'elle n'ait aucune limite. Donc je ne vais pas mettre en place de limite. On considère que là, l'utilisateur est authentifié d'une certaine façon et que du coup, il a le droit de consommer autant que possible cette API. Donc j'ai créé ce nouveau plan, je vais le publier. Donc on a un cycle de vie des API, les plans aussi ont un cycle de vie. Super. Et donc je vais aussi publier l'API sur le portail développeur. Donc ici, dans cette zone ici, j'ai l'option de publier, donc de gérer le cycle de vie de l'API d'un point de vue publication sur le portail. Donc je vais la publier. Je vais la redéployer pour bien prendre en compte toutes les modifications. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon portail développeur qui est ici. Donc le portail développeur, il est fortement connecté au back-end de la console, donc il connaît les API, les applications, etc. Mais quand je vais me connecter à la
au portail, je peux me connecter avec un autre profil. Donc, dans Apim, typiquement, je suis l'éditeur d'API, je crée des API, je les publie. Dans le portail, typiquement, je suis consommateur d'API, donc je suis quelqu'un d'autre, j'ai un autre besoin, un autre jeu de permissions et compagnie. Donc, on peut gérer ces identités de manière séparée. On peut utiliser un IDP pour l'un et l'autre. Donc là, aujourd'hui, je me connecte avec le même compte que j'avais dans API Management. Et donc, si je viens voir ma liste d'API, voilà, je vois mon API que j'ai rajouté ici. Donc, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir maintenant souscrire à l'API. Donc, j'ai un bouton Subscribe. Et puis, là, on a le portail par défaut. On peut le customiser, on peut mettre des logos, des couleurs, tout ça. Donc là, en version basique, il n'est pas forcément super joli, mais on peut rapidement le tweaker pour qu'il ressemble plus à un look and feel d'une entreprise. Ça se fait dans la console Apim aussi, que j'ai montré tout à l'heure. Donc, je clique pour souscrire à une API. Donc là, j'ai le choix du plan. Donc, on voit que j'ai deux plans. J'ai le plan keyless, qui est libre, et j'ai le plan API Key. Donc, je vais choisir le plan API Key et je vais choisir une application. Donc, quand on fait une souscription, on associe toujours une application à la souscription. L'application, c'est l'entité qui va concrètement consommer l'API et qui va détenir les credentials, les clés et compagnie qui vont permettre d'appeler l'API. Donc, je choisis une application, je valide. Super. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé depuis le portail une demande de souscription à Gravity API Management. Donc, quand on fait une demande de souscription, elle peut être validée manuellement ou automatiquement. Donc là, c'est réglé pour que ça soit manuel. Donc, quand je reviens dans API Management, là, je remets la casquette de l'éditeur d'API. Je viens dans mes tâches ici. On m'a donné une tâche qui est de valider ou de rejeter cette demande de souscription. Donc, je vais pouvoir la valider. Et à partir de ce moment-là, j'ai une clé d'API qui a été générée pour cette souscription. Donc, on voit que cette souscription appartient à un utilisateur, à une application particulière. Et donc, j'ai une clé d'API. Donc, cette clé et les souscriptions, je peux les voir à la fois en tant qu'admin dans API Management, mais le développeur ici, qui est dans le portail, peut aussi venir consulter son application et voir les souscriptions qu'il a pour son application et voir les clés qui sont associées. Donc maintenant, si je copie la clé d'API, que je reviens ici, et alors qu'est-ce qui se passe, Jack? Si je fais un curl avec, voilà, je vais passer cette fois-ci un header qui est Gravity API Key. On peut customiser le nom de ce header autant qu'on veut. Je vais passer la clé qu'on vient de me donner. Donc là, normalement, l'appel passe. Et ce qu'on devrait constater, c'est que si j'enchaîne les appels, eh ben, j'atteins pas de limite cette fois-ci. Donc, je suis authentifié grâce à ma clé d'API. Je n'atteins pas la rate limit. Donc, voilà un peu un exemple très basique de comment on peut créer une API REST avec un endpoint qui proxy un service, publier cette API sur le portail avec différents plans, un plan gratuit avec une limite et un plan sécurisé qui est sans limite. Si je reviens dans API Management maintenant, je peux aller sur la partie Analytics et voir de l'info sur tous les appels qui ont eu lieu sur mon API. Donc là, par défaut, en back-end, j'ai un Elasticsearch qui est connecté avec API Management et qui me permet d'avoir toutes ces métriques et informations, logs et compagnie sur les appels qui ont lieu sur mon API. Donc, on a très vite accès à toute cette information-là. Voilà un peu la démo très basique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on passe peut-être par exemple aux API asynchrones? Oui. Moi, j'avais une question avec ce que tu viens de dire sur Elastic. Tu as des informations on va dire, d'accès à l'API en temps de réponse, qui fait quoi, en tout cas un historique. Est-ce que vous faites ou est-ce que vous prévoyez de faire un peu plus loin, c'est-à-dire brancher, je ne sais pas, un APM pour avoir une vision complète de tiens, tel API / contact, ce que propose Elastic en fait par défaut. Voici les temps d'exécution, etc. Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a, depuis l'interface du portail, ici, est-ce qu'on va avoir une vision centralisée des statistiques des API, mais également d'un niveau en dessous, c'est-à-dire toutes les données qui sont retournées éventuellement par un APM ou Open Tracing ou Open Telemetry ou autre? Alors déjà, c'est assez pluggable. Donc, on peut brancher ce qu'on appelle des reporters qui vont envoyer de la donnée à des systèmes comme un Datadog ou d'autres outils comme ça. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Après, voilà, nous, on a déjà, out of the box, pas mal de niveaux d'informations différents.
Donc, j'ai un niveau d'analytics. Alors, je n'arrive pas à cliquer dessus, je ne sais pas pourquoi, je vais juste rafraîchir. On a un niveau d'analytics global de toutes les API de cette instance. Et après, je peux regarder les analytics de chaque API indépendante et je peux creuser et compagnie pour voir les détails. Donc là, j'ai une overview de ma plateforme. Et ça, c'est toutes les API qui sont déployées sur cette gateway. Bon, aujourd'hui, j'en ai qu'une seule. Et après, je peux aller au niveau API indépendante et aller creuser pour voir le détail des analytics de chaque API. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on ait de limite forte à ce que tu peux potentiellement avoir comme métrique sur tes API. Il y a Florent qui lève la main. Vas-y, Florent. Ouais, je vais me permettre d'ajouter quelques petits points. Donc effectivement, on a les logs au niveau plateforme, on va avoir les analytics au niveau API. Après, on peut rajouter ce qu'on appelle du path mapping, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller un peu plus précisément, de dire OK, mais dans telle API, c'est tel pass ça veut dire qu'il faut le définir par contre. C'est-à-dire que par défaut, on va considérer que tout appel sur l'API est logué de la même manière. On va être capable d'aller compter, se dire ouais, non, mais en fait, c'est des slash pass slash je sais pas, mon produit, mon ID, ok, bah c'est ce truc-là, mais mon produit, autre chose, ça sera plutôt un nombre d'appels comme ça. Voilà, on va être capable d'aller un peu plus finement dans les informations de l'API. Comme tu disais, Jonathan, on a des types de reporters aussi, donc on peut envoyer sur du Datadog. Datadog Elastic, c'est les deux plus gros, c'est les deux trucs qu'on a. On a un reporter TCP qui permet par exemple de se connecter à un Logstash, puis après derrière on peut répartir comme on veut. Et qu'est-ce que je voulais dire en termes d'information? Par défaut, on va avoir la requête qui a appelé ce genre de choses. On peut activer un logging un peu plus étendu. On va loguer les headers et les bodies. Donc évidemment, c'est sous réserve que le body soit pas trop gros. Ça, on peut configurer une limite au niveau de la gateway parce que forcément, si on se met à loguer tout, on va avoir un peu plus d'informations en mémoire à ce moment-là. Donc, si on log des payloads de 10 mégas et que pendant une minute et que pendant une minute on reçoit 500 appels à la seconde, on risque d'avoir des problèmes. Donc, mais c'est toutes des choses qui peuvent être configurées et on pourra accéder dans ce cas-là aux headers et aux body. On a des informations on a des métriques sur l'état de santé des gateways aussi. On peut récupérer ça. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a les health checks. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place, je sais pas si tu as prévu de me parler des health checks, mais pas forcément, non, mais voilà. C'est un peu ces données-là on peut monitorer l'état de santé des API, qui est en fait plutôt l'état de santé du back-end. En gros, c'est régulièrement, on peut aller checker si le back-end il est toujours disponible. Ok, mais c'est toute la stack bits d'Elastic, non? Non, pas forcément. Ça, c'est des choses qui sont implémentées chez nous. Finalement, on n'est pas si lié que ça à Elastic. Okay. Un peu quand même, mais voilà, on se sert de la base Elastic, mais on a notre utilisation. Eric, tu voulais rajouter un truc ou pas? Oui, vite fait, par rapport à tout ce qui était APM et tout, on gère, j'ai le souvenir qu'on a un plugin sur Jaeger. Je ne sais pas si on a l'équivalent en open, je sais plus quoi, open télémétrie. En gros, tout ce qui est gestion des spans au travers de la gateway qui vont aller jusqu'au back-end, ça c'est possible en fait si vous voulez avoir le flux complet de l'application qui passe par la gateway, qui passe par le back-end dans un système type Jaeger, c'est aujourd'hui possible. Et si on n'a pas le format, on peut très bien faire le plugin qui va avec, quoi. Tout à fait, c'est ça. Rafik? Oui, ma question est sur la gestion des environnements dans Gravity. Si on a des API test, staging, prod, dev, c'est quoi la recommandation pour le gérer? Il faut créer des nouvelles organisations par environnement ou plutôt dans Gravity? Ouais, il y a plusieurs choses là-dessus qu'on peut faire. Donc, je tente une première réponse, après je laisse les autres contribuer s'ils veulent. Donc, effectivement, on a déjà au niveau organisation de Gravity, là je suis dans une organisation, on peut avoir des environnements qui permettent de partager une même instance Gravity sur plusieurs environnements dédiés, comme par exemple un staging, production et compagnie. Après, au sein même d'une API, ce qu'on peut imaginer, c'est que, par exemple, si je viens ici sur mon endpoint, par exemple, en production, tu pointes vers une version de production du back-end et en staging, tu pointes vers une autre. On peut rendre ces valeurs-là variables
et les instancier en fonction par exemple, un dictionnaire qu'on peut définir au niveau de l'organisation pour dire, bah voilà, cette API-là, je vais la template'iser un peu pour que, en fonction de l'environnement dans lequel je vais la déployer, elle va avoir des valeurs différentes. Donc voilà, on a certaines fonctionnalités comme ça qui sont built-in dans Appim qui permettent de faire ça. On a aussi une notion de promotion d'environnement. Donc, si j'ai défini plusieurs environnements au niveau de mon organisation, je peux venir faire de la promotion ici. Donc là, je ne l'ai pas en place. Et c'est là donc voilà, il me dit qu'il faut Cockpit. Donc Cockpit, c'est un outil central qui permet de gérer plusieurs environnements, plusieurs installations de Gravity et de piloter un peu les pipelines de promotion à travers les environnements. Sans Cockpit, on peut aussi externaliser un peu cette logique-là via de l'automatisation avec de la CI et en utilisant l'API de management de Gravity. Donc, Gravity a une API de management via laquelle toutes les opérations que je fais dans la UI, on peut les faire de manière programmatique. Donc, on peut aussi faire beaucoup de promotion et compagnie dans une pipeline de CI externe. Donc, ça veut dire écrire des scripts qui vont, par exemple, prendre une définition d'API d'un environnement, faire quelques modifs sur sa définition et la publier sur un autre environnement. Avec l'opérateur Kubernetes qu'on a, on peut aussi faire ce genre de choses de manière un petit peu plus simplifiée parce que ça évite de coder des scripts qui vont appeler l'API pour faire ce genre de CI. On peut utiliser un opérateur qui inclut beaucoup de cette logique-là out of the box. Ok, merci. Cool. Ok, il reste une quinzaine de minutes. Peut-être si je reviens juste ici sur l'agenda de la démo, qu'est-ce qui vous botterait le plus là? Peut-être qu'il y a des gens qui... Est-ce que vous préférez voir une API asynchrone? Est-ce que vous préférez voir du GitOps avec l'opérateur? Est-ce que vous préférez voir un peu le access management et des choses qu'on peut faire avec? Premier qui dit, choisis. Moi, j'étais intéressé par le Kafka. Ouais, super. On peut le faire rapidement. Donc, j'ai une autre instance de Gravity qui tourne là. Donc, je vais utiliser ça pour vous montrer cette démo-là. Donc, c'est une API asynchrone que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'ai une instance de Redpanda qui tourne en local là sur ma machine. Pardon. Redpanda, c'est un service assez cool qui expose une API Kafka. Donc, c'est complètement compatible avec Kafka. Donc, on peut voir ça comme du Kafka avec des topics et voilà, ça supporte le protocole Kafka et compagnie. Donc, j'ai un Redpanda avec un topic qui s'appelle orders, donc des commandes. Voilà, donc j'ai ça en back-end. J'ai envie de l'exposer maintenant sous forme d'API dans Gravity. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une API de type message. Donc là, j'en ai une déjà qui est créée. Donc, quand on va créer une API, on va pouvoir choisir est-ce que ça va faire un proxy d'un service HTTP ou est-ce que ça va faire un proxy d'un service plutôt message. Donc, ça, c'est une API message. Dedans, si je viens regarder les services back-end, on voit que j'ai un Kafka en back-end. Donc, si je viens regarder un peu le paramétrage de ce back-end, on voit que je pointe vers un serveur Kafka. Donc, c'est mon bootstrap ici, Redpanda. Dans la config, on a pas mal de paramétrages qu'on peut faire pour définir comment on va interagir avec Kafka. Donc, bien sûr, dans le protocole Kafka, il y a plein de choses à paramétrer, à customiser, définir les topics qu'on veut consommer, qu'on veut écouter, gérer les offsets. Est-ce qu'on va lire depuis le début du topic ou est-ce qu'on va que consommer les derniers messages? Donc voilà, beaucoup de customisation potentielle, la sécurité aussi, bien sûr. Donc voilà, j'ai défini cette endpoint qui pointe vers Kafka. J'ai un entry point. Donc là, c'est le point d'accès via la gateway pour consommer ce service. Donc là, c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, on va faire exposer des protocoles qui sont plus simples à consommer. Donc on fait ce qu'on appelle de la médiation de protocole. Donc j'expose sur un path qui est getOrders 2 entry points, donc 2 points d'entrée. J'en ai un qui est du HTTP GET. Donc en fait, je peux tout simplement faire comme du REST. Je fais une requête GET et derrière la gateway va transformer ça en requête Kafka et va lire du topic et me renvoyer les résultats. Mais j'ai aussi un entry point de type webhook, où en fait, je vais dire à Gravity de pousser les événements vers une destination. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche cette partie-là, parce que c'est un peu différent. Ce que j'ai aussi sur cette API, c'est un plan qui est de type push. Donc, vu que je suis sur une API asynchrone, je peux pousser les événements vers une cible plutôt que d'attendre qu'on vienne les consommer. Et donc, ce plan push, je l'ai publié sur le portail développeur. Donc, ce que je peux faire maintenant en tant que développeur, c'est souscrire à cette API push.
Donc voilà, on voit que l'API est publiée sur le portail. Si j'ouvre ce portail-là, on voit mon API Product Orders Event API. Je vais venir la regarder. Bon, elle n'est pas très bien documentée, ça c'est moi qui j'étais feignant, mais je vais surtout vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, si je souscris maintenant à cette API, pareil que tout à l'heure, je peux choisir le plan que je vais utiliser. Donc j'ai un plan keyless, et là c'est du GET, c'est du HTTP. Moi je vais souscrire au push plan. Et ce qui est donc différent avec un push plan, c'est que je vais choisir un entry point qui est de type push, donc un webhook. Et quand je choisis un webhook, je vais donner une callback URL. Donc je vais dire à Gravity vers quelle URL je veux qu'il pousse les événements Kafka qui arrivent sur ce topic. Donc une souscription de type push. Donc j'ai un request bin ici qui tourne en ligne, je vais l'utiliser comme cible pour envoyer ces événements, mais typiquement je les enverrai plutôt à mon application qui est prête à recevoir des événements depuis Kafka. Voilà, on a pas mal de paramétrage, je vais garder ça assez simple. Ok, je choisis mon application encore comme tout à l'heure. Je valide. Là, la validation, elle est automatique cette fois-ci, donc ça y est, je suis souscrit. Donc ce que je peux faire, c'est venir dans Kafka. Et donc là, dans mon terminal ici, j'ai un client Kafka qui est connecté à Redpanda, qui est prêt à papoter sur le topic orders. Et donc je peux mettre quelque chose du type, je sais pas, Toto. Et normalement, si tout va bien et que je viens dans request bin, je reçois la requête. Donc vu que j'ai configuré un webhook, ça va faire une requête post sur une cible. Donc la cible, c'était ce request bin. Et donc si je clique dessus, je vois maintenant mon Toto qui apparaît. Donc là, j'ai ma gateway qui tourne, qui écoute sur un topic Kafka. Lorsqu'il entend des nouveaux événements arriver sur le topic, il va les pousser vers tous les consommateurs qui ont souscrit via webhook. Si je veux aussi, je peux venir faire un get sur cette URL pour consommer l'API de manière plus classique. Alors ça, je ne l'avais pas testé tout à l'heure, mais on peut faire un petit essai. Donc je l'expose sur /getOrders. Donc si je viens maintenant dans l'autre terminal et que je fais mon curl sur getOrders, normalement je devrais voir la même chose. Bon, sauf que je ne l'ai pas testé. Donc là, je pars en mode démo. Ouais, ok, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, j'ai fait une API asynchrone. À chaque fois que je vais envoyer un message dans Kafka, on va le voir apparaître sur mon webhook. Donc ça, c'est un exemple de protocole qu'on supporte aujourd'hui chez Gravity. On a toute une panoplie d'entry points, donc de manières de consommer l'API. Donc j'ai déjà mis du GET, j'ai déjà mis du webhook sur ce service, mais je peux aussi faire du POST. Donc je peux faire une requête POST vers une cible. On peut faire du Server Sent Events ou du WebSocket. Et en back-end, le type de services qu'on peut ajouter sont... alors là, vu que j'ai déjà mis Kafka, je ne vais pas pouvoir mettre autre chose, mais on a du MQTT. Tu peux créer un nouveau groupe, Add Endpoint Group. Ouais. Oui, voilà, parfait. Du Kafka, du Mock, du MQTT, du RabbitMQ. Et cette liste-là, d'ailleurs, je pense qu'il en manque peut-être, mais il me semble qu'on fait aussi du Solas, qui est un broker d'événements. Et voilà, la liste aura vocation à évoluer avec le temps. ActiveMQ, vous faites ou pas vraiment? Je crois un peu pas. daté, mais... Je crois pas. Ok, ça marche. Ouais. Non, Okay. ça me dit rien. Corrige-moi si je me trompe, mais ActiveMQ, c'est toute la partie JMS, non? Oui. Et oui, non, c'est un autre type d'event, oui, effectivement. Ouais, je suis pas sûr qu'on court celui-là, je sais plus. Mais Non, effectivement, si on avait un client JMS, on pourrait couvrir des services comme ça. Ouais. Non, je crois que si tu as ce type de client, le mieux c'est de trouver l'équivalent, mais en SOAP. Et puis là, par contre, tu prends ton SOAP, tu le consommes, tu le convertis en JSON et hop, tu as une API qui est toute fraîche. Ça marche, merci. C'est trop l'heure, ce Mathieu. Vu qu'on a 5 minutes qui restent, je peux rapidement montrer quelque chose avec AM, Access Manager. Donc là, je suis dans mon application Access Management, donc ça ressemble beaucoup à API Management, mais c'est une appli différente. On est dans un domaine de métier très différent. À la racine de tout, j'ai un security domain, donc mon Access Management est découpé en différents domaines de sécurité dans lesquels, dans chaque domaine, je vais avoir des utilisateurs, des applications, toutes sortes de configurations. Donc, on peut vraiment dissocier plein de domaines différents. Donc, dans ce domaine-là, qui est le mien, j'ai des applications. Et une application, ici, ça peut être plein de choses différentes. Donc, par exemple, j'en ai une, c'est API Management. C'est la console d'API Management.
parce que j'ai envie de pouvoir me connecter à Gravity API Management en utilisant AM comme IDP. J'ai d'autres exemples ici qui sont par exemple un Lambda Authorizer. Donc j'ai une AWS API Gateway qui, quand elle reçoit un token OAuth, va solliciter AM pour vérifier si le token est valide. Donc j'utilise AM aussi dans ce contexte-là. J'ai aussi ici une application qui s'appelle DCR, qui est une application que j'ai enregistrée depuis le portail développeur. Donc dans le portail développeur Gravity, on peut dire que j'utilise comme back-end pour définir mes applications. Donc on a vu que pour souscrire, il fallait d'abord créer une application. On peut faire en sorte que quand je vais créer une application, cette requête va être envoyée à AM, et c'est AM qui va gérer la liste des applications, leurs identités, leurs credentials et compagnie, client ID, client secret par exemple. Donc je vais créer une application depuis le portail, recevoir un client ID et un client secret et l'utiliser pour demander des tokens OAuth par exemple, des JWT, ce genre de choses. Donc toutes les situations un peu d'identité imaginables quasiment sont couvertes par AM. On a aussi la possibilité de fédérer des fournisseurs d'identité tiers pour tous les centraliser à un endroit. Donc pour montrer une petite démo, je vais vous montrer comment je peux me connecter depuis Gravity API Management, qui est une application web, donc celle que je vous montrais tout à l'heure, celle-ci. On peut voir ça comme une application web quelconque à laquelle je dois me connecter, qui donc doit avoir une base d'utilisateurs. Là, aujourd'hui, je suis connecté avec un compte admin qui est par défaut dans la base de données, mais maintenant, j'ai envie de déléguer l'accès à Access Management. Donc, pour ce faire, dans Gravity API Management, j'ai une configuration qui me permet de dire que l'authentification dans APIM va être gérée par un gestionnaire d'identité tiers. Donc là, j'ai défini Gravity Access Management comme un fournisseur d'identité tiers, avec toute une configuration pour que API Management s'identifie à Access Management pour l'authentification. Et ensuite, du côté Gravity Access Management, j'ai défini cette même application pour dire à AM, il y a une application qui s'appelle APIM qui va venir essayer d'enregistrer, de loguer des utilisateurs auprès de toi. Donc, c'est toute une configuration ici avec toute la partie OAuth, les flows qu'on va supporter, les scopes qui sont demandés par APIM pour faire tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, donc là, aujourd'hui, je suis connecté dans APIM avec un compte admin. Mais si maintenant j'ouvre une fenêtre de navigation privée et j'essaie de me reconnecter à la console d'administration, donc là, je me connecte à API Management. Plutôt que de me connecter comme tout à l'heure avec le compte admin, je vais pouvoir aller sur AM. J'ai un nouveau fournisseur d'identité qui est AM. Si je clique dessus, je suis redirigé vers le login de AM, on le voit dans l'URL. Je vais saisir mon utilisateur que j'ai déjà enregistré en amont sur AM et un mot de passe. Et je vais pouvoir me connecter avec ce compte. Donc là, il y a toute une danse OAuth qui se fait en arrière-plan pour créer cet utilisateur dans AM, me le renvoyer dans APIM, me le créer dans APIM aussi. Et ensuite, je me retrouve maintenant connecté dans la console de Gravity API Management. Et comme vous pouvez le voir, là, en fait, il y a une différence. J'ai accès à beaucoup moins de choses dans le menu de gauche. J'ai un petit message d'erreur parce qu'en fait, j'ai créé un utilisateur avec les permissions les plus minimalistes possibles. Et donc, en fait, j'ai accès à des choses très limitées avec le rôle que j'ai aujourd'hui. Donc, je peux voir, par exemple, la même liste d'API que tout à l'heure. Mais si je vais sur mon API qu'on a créé ensemble, en fait, elle est en lecture seule parce que j'ai un rôle qui est d'utilisateur. Je ne peux pas éditer les API, je ne peux pas les modifier. Donc, on peut comme ça créer plein de profils utilisateurs différents avec des permissions différentes. Donc, je ne vous ai pas montré tout le système de permissions, mais là, en gros, on m'a mappé dans un groupe avec un certain jeu de permissions. Voilà un exemple très simple de ce qu'on peut faire avec AM. Et on peut tout à fait gérer n'importe quelle autre application comme ça, autre qu'une application Gravity, quoi. Cool. J'avais une question, j'ai eu une coupure tout à l'heure, donc tu l'as peut-être dit, lorsque tu as commencé à faire ta démo, en même temps, une coupure d'électricité chez moi. Quand tu reviens sur le portail, comment tu fais pour intégrer une API existante ayant éventuellement un contrat OpenAPI? Est-ce que tu peux lui envoyer le fichier de description et puis... ok. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on crée une API, donc on a pas mal d'options différentes. Et donc, si je veux importer une définition d'API, je peux importer un Swagger, donc depuis une URL ou autre, même un WSDL. Async API, je crois qu'on peut aussi le faire, même si c'est peut-être pas supporté dans la UI, mais on peut aussi le faire.
une fois qu'on a créé une API aussi, on peut, si je reviens sur celle-ci par exemple, je peux créer des pages de documentation qui sont par exemple une page Swagger, mais qui pour la charger, elle va la charger depuis un repo Git par exemple. Donc d'un point de vue de documentation aussi, on peut dynamiquement aller fetcher depuis des repos des pages de doc comme des Swagger et compagnie. Ok. Excuse-moi d'avoir posé la question, je l'avais zappé. Non, mais j'en ai pas parlé, donc c'est Ah, ça oh, tombe bien. parfait. Tout à fait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Tac. Quels sont les prochains travaux chez Gravity? On a une grosse année, à vrai dire. Là, on est en train de se préparer pour notre conférence Edge qui a lieu début ou mi-juin, je ne sais plus exactement, mais en juin. Donc, je vous conseille de venir voir. C'est vrai qu'on va annoncer pas mal de choses cet été, que ce soit un peu dans la partie cloud ou le développeur portal ou tout ce qui est fédération. Donc, ouais, très grosse année pour nous là-dessus. Tout se passe en juin. Donc, jetez un coup d'œil sur nos annonces et compagnie. J'espère que c'est pas en même temps que le DevFest Lille, mais je me présente. C'est quand le DevFest Lille? Le 6 et 7 juin. Non, c'est pas en même temps. Ah, merci Mathieu. Je plaisante. Ok, cool. C'est chouette, un petit DevFest. Il est sympa, celui de Nantes aussi. Il faudrait que j'y fasse un tour. Ça ne veut pas celui de Lille, mais je plaisante encore. En toute objectivité. Jonathan, sur les backends qu'on peut cibler aujourd'hui, vous ne supportez pas les bases de données, des bases de données directement qu'on peut Non, laisser, non? mais c'est un sujet de discussion. Mais pourquoi tu poses la question? Bah, c'est juste, c'est un besoin que je vois souvent et aujourd'hui, moi j'ai en tête deux solutions qui sont aussi un peu open source. Je pense à Asura par exemple qui fait ça. Il y a un projet qui fait ça, mais en mode REST. Je pense que c'est PostgREST pour la partie. Je vois souvent ce besoin pour faciliter le développement surtout. Les DBA de service graphique, c'est ça? Pardon? C'est ce qu'on appelle les DBA de service? Je ne connais pas le terme, mais. Tu envoies un endpoint, une requête, et puis ça te convertit. Ouais, Fait une donnée dans. Okay. C'est des couches directement sur des bases de données. Et il me semble que même à Talend, vous avez exploré ce sujet à un moment donné. Je ne sais pas ce que ça a devenu. Je crois qu'ils ont fait, on a fait quelque chose, mais je sais pas aller. C'est compliqué chez Talend, on va dire, avec tous les rachats et compagnie. Donc la stratégie n'est pas hyper claire. Ouais. Non, mais pour la faire courte, le besoin existe clairement. Oui, nous, on a des clients qui nous demandent si on peut directement se connecter à des bases de données. Ça arrive. On en discute. C'est possible qu'on fasse quelque chose là-dessus. C'est pas encore quelque chose de forcément aussi stratégique pour nous. En fait, c'est un univers un peu différent. Dès qu'on commence à taper sur des bases de données, les personas, les utilisateurs sont pas toujours les mêmes. Donc c'est un peu le problème qu'on a eu chez Talend justement aussi. Mais oui, ça existe effectivement, tout à fait. Sinon, un autre sujet que je vois, peut-être ça pourrait vous donner des idées, c'est tout ce qui est autour des LLM. Je vois des gateways LLM qui proxy genre OpenAI, Azure et compagnie. Et pour moi, il y a vraiment un besoin sur l'API management parce que on a envie de faire du round robin entre les différentes LLM, contrôler le cache parce que la facture peut rapidement monter, cacher ça à côté d'une gateway. Et je vois des solutions un peu open source, mais pas vraiment. Ça pourrait être un sujet intéressant aussi pour vous. Ouais, c'est un bon point, c'est une super idée. On fait des travaux aussi aujourd'hui autour de l'AI, mais un peu plus sur des choses du type inférence de schémas d'API à partir de trafic, où on regarde aussi un peu pour faciliter le travail du consommateur d'API pour l'aider à consommer plusieurs API ou des choses comme ça. Donc on est sur le coup, pas forcément sur cet angle-là, mais c'est intéressant de savoir que tu vois ça dans la boîte où tu es aujourd'hui ou juste comme ça un peu sur le marché. Alors sur la boîte aujourd'hui, on a des besoins sur le premier besoin sur la base de données, mais ça c'était plutôt pour un projet perso où j'avais ce besoin-là et j'ai exploré une solution qui s'appelle Light LLM. C'est la solution la plus open source que j'ai trouvée et vu que j'ai une petite expérience avec les API management classiques, je vois le même schéma revenir avec les LLM. Ok. Intéressant.
Top. Merci Raphaël pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jonathan ou pour les autres personnes chez Gravity? Non? Merci Jonathan de nous avoir donné de ton temps. Non, c'était avec plaisir. Merci pour les questions, les interactions et d'avoir organisé ça. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter.